Bien, bonjour à tous. Nous sommes très éloignés. Je suis à environ 10 000 kilomètres de vous et puis dans des conditions également difficiles. Mais heureusement, on peut communiquer et c'est ça l'essentiel. Alors, nous allons parler de conception de la rééducation posturale globale dans le traitement des lombalgies ou chroniques ou aiguës. Et nous allons commencer tout de suite car j'ai relativement peu de temps. Alors, la définition la plus moderne de la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, multifactorielle, due à une lésion tissulaire. Alors, les capteurs de ces douleurs, eh bien, ce sont les cellules nociceptives, les terminaisons libres, qu'on appelle également les neurites. Alors, les voici. Et ces neurites, nous les retrouvons à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de la peau, qui seront donc plus sensibles aux agressions extéroceptives, par exemple les brûlures, au niveau interoceptif, c'est-à-dire les affections des veines, des artères, mais j'ai privilégié aujourd'hui, bien entendu, ceux qui viennent des articulations, et puis on va voir également des ligaments, des muscles, des fascias, donc qui viennent du niveau proprioceptif. Alors, les stimuli sont donc extéroceptifs, interoceptifs, et vous voyez sur cette projection que j'ai donc, en fonction de la thématique, privilégié les proprioceptifs, c'était normal. Alors, à partir de cette captation de messages nociceptifs, eh bien, ces messages vont se cheminer jusqu'aux synapses qui reçoivent une quantité d'informations simultanées et qui sont capables déjà de filtrer certaines d'entre elles. C'est-à-dire que c'est un premier fusible qui est à un niveau tout à fait subliminal. Et puis ensuite, eh bien, ces douleurs vont cheminer au niveau de la moelle par deux voies ascendantes qui sont différentes, vous le voyez sur la projection, suivant qu'il s'agit de douleurs aiguës ou de douleurs chroniques. Et puis alors maintenant, nous allons arriver à un niveau qui me tient particulièrement à cœur. Ce sont les structures automatiques supérieures qui sont donc le cervelet, le bulbe, les noyaux gris, hein, et toutes ces structures qui sont infracorticales et qui ont un rôle absolument fondamental dans le traitement des informations nociceptives et pour essayer de les filtrer, de les éviter, de les compenser, de limiter les mouvements avant que les douleurs apparaissent ou de modifier la posture pour qu'elles n'apparaissent pas. Donc, ces structures qui sont ces structures automatiques supérieures. Et puis, si les messages nociceptifs franchissent cette barrière, eh bien, ils vont arriver au niveau cortical et notre intervention sera nécessaire. Alors, les douleurs ostéo-articulaires, mais je préfère musculo-fibro-articulaires, qui sont du domaine de la physiothérapie. Je tiens à le souligner tout de suite, il y a des douleurs ostéo-articulaires qui sont des rhumatismes inflammatoires qui regardent des professions de spécialistes médicaux. Alors, si c'est de notre capacité, l'origine est musculaire et faciale, articulaire, fibreuse périarticulaire, en particulier la capsule, les ligaments qui sont particulièrement riches donc en capteurs nociceptifs, et puis discale. Alors, je tiens à insister déjà maintenant sur un point. Il ne faut pas systématiquement accuser le disque intervertébral lorsque nous avons des lombalgies ou même des cervicalgies, mais aujourd'hui nous parlons des lombalgies,
car la douleur peut venir aussi donc des muscles, de lésions articulaires sans discopathie ou de phénomènes qui sont du tissu fibreux périarticulaire. Ce n'est pas uniquement discal. Alors les causes principales, eh bien, elles sont traumatiques, gestuelles, quelqu'un va faire un mauvais geste pour se pencher, prendre son enfant, et quand il va se relever, va se retrouver bloqué au niveau lombaire. Les positions et les gestes répétitifs et la vie moderne est cruelle avec le fait que nous soyons toujours vissés sur un siège en position assise et souvent devant des écrans. Et puis, j'ai privilégié quelque chose qui nous tient à cœur et je vais le justifier, les déformations morphologiques. Alors, la définition des dysfonctions articulaires ou lésions articulaires en RPG, eh bien, notre définition, c'est micro-restriction de mobilité, c'est-à-dire pour simplifier blocage articulaire, micro-restriction de mobilité, avec modification de l'axe articulaire, c'est-à-dire que nous n'allons plus fonctionner suivant les axes articulaires normaux, composante de tassement, nous aurons l'occasion d'y revenir, et douleur. Voilà la définition. Alors, l'organisation fondamentale de l'organisme vivant vient d'information, de traitement de l'information et de l'action consécutive au traitement de l'information. Bien. Et vous voyez que, comme nous sommes dans le domaine pathologique, aujourd'hui, je me suis permis une liberté de mettre action ou réaction contre donc une agression. Alors, ça, c'est une loi pour toute matière vivante, mais bien entendu, ça va dépendre du niveau que nous occupons dans la phylogénèse. Et bien entendu, l'Homo sapiens est à la pointe de la pyramide et le traitement des informations que nous recevons sera bien entendu plus complet, plus complexe que celui d'un raton laveur. Alors, pour répondre à ces nécessités, eh bien, nous avons quelque chose qui est extrêmement important dans la méthode, qui sont les mécanismes d'adaptation et de défense en RPG. C'est déjà très ancien, ces trois règles hiérarchisées, et c'est de plus en plus d'actualité, de plus en plus en évolution et d'actualité. Alors, je vais parler de façon un petit peu plus tranquille pour bien me faire comprendre. La première règle, c'est de sauvegarder les fonctions essentielles. Alors, les fonctions les plus essentielles, bien entendu, ne sont pas de notre responsabilité. Ce sont des fonctions autonomes, comme les battements cardiaques, etc. C'est du domaine purement médical. Les fonctions essentielles, pour nous, sont liées à l'ontogénie, c'est-à-dire les caractéristiques de la race humaine, c'est-à-dire la bipédie. Nous devons être campés fièrement sur nos deux jambes. Les gestes essentiels qui se terminent par la pince, et puis le langage. Bien. Alors, nous sommes organisés pour sauver ces fonctions essentielles. La deuxième règle, il nous faudra supprimer les douleurs et les gènes si ce n'est pas en contradiction avec la première règle. Il nous faudra le supprimer de façon automatique. Nous sommes encore dans la physiologie et le traitement de la physiopathologie de façon naturelle, qui n'a pas encore besoin de notre intervention. Si ce n'est pas en contradiction avec la première règle. Et la troisième règle, bien entendu, c'est que ça doit répondre à la loi du moindre effort et être capable de s'autoprotéger, ces mécanismes, si ce n'est pas en contradiction avec la première et la deuxième règle.
Alors, ce système d'organisation hiérarchisée est absolument extraordinaire parce que ça va nous permettre de vivre normalement, même avec certaines déformations morphologiques, même avec certains gestes qui ne sont pas parfaits. Sinon, la vie serait infernale puisque personne n'est parfait, même si certaines personnes s'en approchent un peu plus que d'autres. Bien, donc ces règles sont absolument essentielles et j'insiste sur leur hiérarchisation. Seulement, elles peuvent présenter des insuffisances, des conflits, des problèmes que nous allons voir maintenant. Alors, les principales limites et coûts des agressions, qu'elles soient subliminales, liminales et plus dans le cadre de la conférence aujourd'hui aiguë ou chronique, c'est l'inhibition antalgique, le principe de précaution, l'excès compensatoire, le paradoxe des effets permanents et des causes évanouies, et la chronicité et les fixations. Ce qui veut dire que c'est un système extraordinaire, mais qui, bien entendu, a un coût et qui peut présenter des inconvénients. Et ces inconvénients vont rendre l'intervention de notre intervention de physiothérapeute indispensable. Alors, on va prendre des exemples de l'inhibition antalgique. Alors, voici quelqu'un qui a une lombalgie aiguë, et vous le voyez sur la photo de gauche, il est avec une lordose lombaire et incapable de se pencher en avant, et c'était un cas qui était très sévère. Bien. Après séance, eh bien, il est déjà capable de faire mieux et de commencer à se syphoser au niveau lombaire. C'est la photo du centre. Et puis, à la fin du traitement, eh bien, il a une flexion antérieure qui est tout à fait correcte et nous n'avons plus l'inhibition antalgique. Le principe de précaution. Alors, il s'agit là d'un traitement, d'une photographie en cours de traitement d'une de nos collaboratrices en Espagne. Et vous voyez que cette dame sur la photographie en haut à gauche, eh bien, elle souffre d'une épaule gelée à la suite d'un syndrome d'impact et que malgré l'aide de la main de notre collègue, eh bien, elle ne peut pas faire l'abduction correcte du bras. Eh bien, après la séance, vous voyez sur la photo qui est en bas à gauche, eh bien, elle arrive à dépasser un petit peu 90 degrés, c'est-à-dire qu'elle a fait un progrès tout à fait honnête pendant la séance. Seulement, il y a encore ce principe de précaution qui fait que après que notre collègue ait procédé à des intégrations, c'est-à-dire des répétitions des nouvelles possibilités obtenues pour cette dame sans douleur, eh bien, vous voyez sur les photographies à droite, en haut à droite et en bas à droite, qu'elle était capable de faire encore mieux. Donc, les mécanismes de défense arrêtent les mouvements avant de risquer de franchir la frontière de la douleur. Alors en voici un autre exemple que je connais bien parce que j'ai traité ce patient. Il était en side shift, c'est à cause d'une discopathie sévère et c'est une position que nous connaissons tous. Et lorsque j'ai voulu le rééquilibrer en poussant son thorax dans le sens de la flèche bleue sur la photographie de gauche, eh bien, il a accepté au départ la correction et bien sûr après, il s'est bloqué parce que ça crée sa douleur. Seulement, entre le début de la correction et l'arrêt à cause de la douleur, eh bien, j'ai eu une certaine possibilité de correction, c'est-à-dire que il avait un excès compensatoire pour éviter la douleur.
Le paradoxe des effets permanents et des causes évanouies, alors là, c'est quelque chose qui nous pose un problème parce qu'à partir d'une cause agressive, eh bien, nous allons avoir par les mécanismes automatiques d'adaptation et de défense des compensations, et ces compensations peuvent donner d'autres symptomatologies. Eh bien, la cause peut disparaître si les compensations sont fixées, nous aurons la permanence de la symptomatologie. Alors, ça c'est un très gros inconvénient pour nous, puisque la résolution de la cause, si les compensations sont fixées, ne vont pas résoudre le problème. Alors, voici un exemple. Cette jeune fille nous est arrivée dans une position antalgique lombaire absolument dramatique. Elle avait été plâtrée, elle ne l'avait pas supporté. Elle a vu un corset, elle ne l'avait pas supporté. Et puis, la famille avait empêché, s'était opposée à toute intervention chirurgicale. Alors, vous voyez qu'elle a une lombalgie antalgique tout à fait considérable, mais en regardant la photo à gauche et en haut au niveau de sa zone dorsale, vous remarquerez qu'elle a une latéroflexion à gauche avec rotation des épineuses dans la concavité. Ce qui veut dire que sa compensation s'était organisée en scoliose vraie, puisque la définition de la scoliose, c'est latéroflexion avec rotation des épineuses dans la concavité. Alors, à la fin de son traitement, eh bien, nous avons été satisfaits de sa région lombaire et vous voyez qu'elle est relativement dans l'axe. Seulement, nous avions encore 9 degrés de scoliose dorsale. Nous l'avons libérée, c'était une jeune adulte, elle était à RICER 5. Bon, donc nous avons arrêté le traitement, mais elle est restée avec 9 degrés de scoliose dorsale. Alors, la chronicité, eh bien, la chronicité, c'est toujours un ennemi pour nous, vous le savez tous. Et voici un exemple. Eh bien, euh, la chronicité va fixer les déformations. Et vous voyez cet homme qui est en rétroversion du bassin tel qu'il a une flexion coxofémorale, flexion des genoux, et qu'il a une propulsion de la tête qui lui a fait perdre l'horizontalité du regard. Nous avons de plus en plus de personnes du troisième âge, donc nous sommes de plus en plus confrontés à des problèmes de chronicité qui vont donc fixer les déformations, fixer les pathologies. Et alors, on peut en arriver même à la perte de l'hégémonie. Alors là, il s'agit d'un patient que j'ai connu à la fin de son traitement et qui présentait, vous le voyez à gauche, une très nette hernie discale et qui résistait au traitement antalgique, lui aussi refusait de se faire opérer, et il a passé plusieurs semaines en position couchée, et il ne pouvait plus se tenir debout. Il devait se déplacer pour aller dans la salle de bain, soutenu par 2 personnes, donc il avait perdu l'hégémonie de la bipédie. Voilà. Alors il l'a ensuite récupéré, mais c'était arrivé à inhiber donc cette fonction essentielle qui est la bipédie pour nous. Alors maintenant, nous allons rentrer dans l'identité de la RPG pour en arriver ensuite au traitement. Eh bien, la première identité historique de la RPG, c'est la revalorisation de la fonction dite statique, entre guillemets, car en réalité, il s'agit d'une fonction de contrôle de l'équilibre. Pourquoi? Parce que ce poids que vous voyez sur cette projection à gauche, eh bien, il est en position statique. Il n'y a pas de tremblement de terre, il va rester là pour l'éternité. Nous, en équilibre bipédique, eh bien, nous sommes en oscillation, et si on est sur une plateforme stabilométrique, on verra une pelote, et nous sommes donc en contrôle de l'équilibre. Eh bien, ce contrôle de l'équilibre est d'une complexité égale à la fonction cinésiologique. Ce geste-là est d'une complexité absolument extraordinaire.
maintenir l'équilibre, le contrôle de l'équilibre est tout aussi extraordinaire car nous avons un centre de gravité situé très haut, en général au niveau de la troisième lombaire, et un polygone de sustentation extrêmement réduit. Alors, voilà l'expression de ce que je viens de vous dire, c'est d'une complexité égale à la formation dynamique de contrôle gestuel. Alors je ne veux pas exagérer et mettre la fonction statique au-dessus de la fonction cinésiologique, non, mais exactement au même niveau. Alors, comment est-ce que l'on peut stabiliser et contrôler cette fonction dite statique entre guillemets? Eh bien, l'expression anglo-saxonne, c'est stiffness, c'est-à-dire tous les éléments qui vont freiner et contrôler les déséquilibres. Alors, très rapidement, parce que je crois que tout le monde le connaît, il y a bien sûr les surfaces articulaires, les fibres lentes et la loi d'Hahnemann, qui fait que les fibres lentes sont toujours en activité avant les fibres rapides, des motoneurones de taille réduite, eh bien, tout ceci, c'est dans le sens de l'économie, de façon à ce que notre position bipédique soit la plus économique possible. Et puis ensuite, eh bien, nous allons décliner toutes les structures internes qui vont freiner les déplacements pour en arriver aux tissus fibreux, les capsules, les ligaments, les aponevroses, les fascias, et donc cette fibre musculaire lente, ces motoneurones sont résumés dans l'expression de tonus neuromusculaire. Et si nous nous déséquilibrons, eh bien nous avons le réflexe myotatique direct qui va nous permettre de nous rééquilibrer. Et tout ceci est automatique, encore une fois, la promotion des centres automatiques supérieurs et puis au-dessus avec contrôle cortical. Alors, nous avons dans ce système absolument merveilleux de contrôle de l'équilibre, eh bien, là aussi des inconvénients. Rien n'est jamais parfait. Et tout ce que je vais vous montrer maintenant est extrait de la littérature. Ce n'est pas personnel, mais on n'est pas arrivé à la conclusion. C'est très difficile de piocher dans la littérature, car il y a tout, le contraire de tout. Et voici ce que j'en ai extrait qui peut nous intéresser aujourd'hui. Eh bien, la synthèse de l'élastine s'arrête à la période pubertaire. Pour plaisanter, on pourrait dire que on commence à vieillir à partir de la puberté. Avec l'âge, les fibres rapides régressent par rapport aux lentes, et il en est de même de l'élastine. Les activités concentriques provoquent une hypertrophie des fibres lentes et une régression des fibres rapides, et l'élasticité du tissu conjonctif diminue avec l'immobilité. À la sortie d'un plâtre, il est évident que nous avons perdu de notre élasticité. Les muscles adaptent leur longueur en fonction des activités où ils sont le plus sollicités. Ça, bien entendu, c'est la loi de Goldspin que tout le monde connaît. Et le sédentarisme, les activités professionnelles répétitives, la position assise, on en a déjà parlé, les fixes en raccourcissement. Alors, quand j'ai fait mes études, on accusait particulièrement, en cas de lombalgie, les personnes qui avaient des métiers difficiles, qui soulevaient des poids, des charpentiers, des paysans. Maintenant, il faut incorporer là-dedans des petits gestes répétitifs et des mauvaises positions. Alors, la conclusion et les effets de cette rétraction musculaire, c'est que l'activité musculaire, sur le plan biologique et accélérée sur le plan pathologique, n'échappe pas à la rétraction ni à la perte de l'élasticité de ses composants fibreux. Donc, les systèmes intégrés de coordination neuromusculaire à caractère hégémonique sont particulièrement victimes de rétraction. Alors, on en revient à la notion de ce qui est le plus essentiel. Puisque c'est le plus essentiel, eh bien, ça combine avec l'activité tonique, avec des groupes musculaires plus nombreux, plus forts. Par exemple, nous avons
beaucoup plus de muscles pour fléchir le coude que pour l'étendre, ce qui nous permet de faciliter la pince et de porter à soi. Ce qui veut dire que la longueur, la flexibilité et la force sont indissociables et que la rigidité et le raccourcissement fibromusculaire diminuent la restitution de la force passive. Alors, ça, c'est l'état solide de la matière, c'est la loi de Hooke qui n'a jamais été remise en question, ce qui veut dire que si vous étirez un élastique, vous accumulez de la force élastique qu'il va restituer si vous le relâchez. Donc, nous en avons des exemples innombrables. Un lanceur de javelot va étirer son bras pour additionner le retour élastique de ses muscles avec la contraction. Et peut-être un exemple extrême avec les gens qui sont amputés en dessous du genou et qui font quand même de l'athlétisme, qui courent et qui ont donc des prothèses qui remplacent la jambe et le pied avec des lames d'acier souple qui vont, après l'appui, restituer une force élastique après étirement. Alors la conclusion est terrible, ça veut dire qu'un muscle raide est un muscle faible. Alors lorsque certains collègues me disent mais Philippe, on veut des muscles forts, ben moi aussi. Je veux des muscles forts. Seulement, ils ne dépendent pas uniquement du diamètre de ces muscles, de la cross-section area, mais ils dépendent également de la flexibilité. Un muscle raide est un muscle faible, qu'on se le dise. Alors, la physiopathologie des muscles dit de la statique est donc le raccourcissement, et puisqu'ils sont responsables de notre position, en position statique, on ne peut lire que des rétractions. Si vous voulez interroger les fonctions dynamiques, eh bien vous allez faire courir quelqu'un, vous allez le faire sauter, etc. Vous allez faire des tests athlétiques. Mais en position statique, nous ne pouvons lire que l'activité statique, c'est-à-dire la résistance fibroélastique et le tonus neuromusculaire. Donc en position statique, on ne peut lire que des rétractions. Alors, je n'ai pas pu résister et j'ai emprunté à ce génie qui est Leonardo da Vinci ce dessin. Et Leonardo da Vinci demande qu'est-ce qui développe le plus de force? Le bras qui est situé à gauche et qui tire, ou le bras qui est situé à droite et qui pousse? Alors, avec l'autorisation personnelle de Leonardo da Vinci, j'ai changé l'interrogation et j'ai dit, si on imagine que les deux bras tirent, quel est celui qui développe le plus de force? C'est bien entendu le bras gauche, puisque c'est lui qui a qui a déplacé l'axe dans sa direction. Ce qui veut dire que en morphologie, eh bien, les déviations vont dépendre de l'état tensionnel et donc des rétractions des muscles de la statique. On ne peut lire que des rétractions lorsque nous sommes en activité statique. Alors il y a un autre inconvénient que au-delà des déformations morphologiques dues donc aux rétractions musculaires, c'est la composante de tassement. Alors ça, c'est un principe absolument fondamental aussi de la méthode. Nous sommes debout à partir de points fixes inférieurs et nos muscles sont plus érecteurs, sont plus longitudinaux que transversaux. Alors comme nous sommes aujourd'hui dans le domaine lombaire, eh bien, j'ai pris un exemple vertébral. Eh bien, si quelqu'un qui a des problèmes de lombalgie, de la charnière lombosacrée avec obésité consulte un rhumatologue, celui-ci va lui dire vous devez maigrir car vous mettez trop de poids sur votre région lombaire. Eh bien, s'il y a une rétraction, si nous avons une rétraction musculaire, ce sera exactement la même chose.
nous allons comprimer les articulations par la rétraction musculaire. C'est ce que nous appelons la composante de tassement en RPG. Alors, j'ai pris l'exemple bien sûr vertébral pour m'adapter à la thématique du jour, mais cela concerne toutes les articulations. À partir du moment où vous avez ici une rétraction musculaire du muscle supérieur et puis la résistance du muscle antagoniste inférieur, eh bien, vous avez un déplacement du segment, une torsion, car les muscles sont obliques, et puis nous avons, vous voyez les deux flèches noires, une exagération de la coaptation articulaire. Nous avons une composante de tassement, ça ne concerne pas simplement la colonne vertébrale. Donc, une déformation morphologique et lésions articulaires sont indissociables, et je crois que ça va apparaître maintenant. La plus grande partie de nos lésions viennent de déformations morphologiques. Il serait trop optimiste de penser que nous avons des déformations morphologiques et que nous ne finirons pas par en souffrir un jour. Ce n'est pas exclusif. Bien entendu, les problèmes peuvent commencer à partir d'une lésion articulaire. Mais la plupart des cas que nous rencontrons dans nos cabinets, ce sont des gens qui, à partir d'une déformation morphologique, ont fini par en souffrir. Alors donc, ça veut dire que ça doit être traité en même temps. Et je dois dire que c'est une fierté pour nous en RPG de pouvoir traiter en même temps les déformations morphologiques grâce aux allongements des muscles rétractés qui ont provoqué ces déformations, et puis les détorsions articulaires en décoaptation, de faire les deux en même temps. Alors, je dis c'est une fierté, mais en réalité c'est une nécessité. C'est une nécessité parce qu'on a vu que les deux sont liés. Alors, nous allons maintenant aborder plus particulièrement le thème de la journée, c'est-à-dire les effets de la morphologie sur la région lombaire. Alors, vous avez à gauche, sous cette projection, un bassin en position normale, au milieu, un bassin en rétroversion avec rectification lombaire, et à droite, un bassin en antéversion exagérée avec hyperlordose lombaire. Alors, comme ces positions sont liées à des rétractions musculaires, eh bien, quels sont les muscles qui peuvent mettre le bassin, fixer le bassin en rétroversion? Eh bien, ce sont bien entendu les muscles postérieurs inférieurs, et j'attire tout de suite votre attention sur les ischio-jambiers, et qui sont au nombre de 4 pour nous en RPG, puisque le faisceau vertical du grand adducteur vis-à-vis de l'ischion joue le rôle d'un ischio-jambier supplémentaire. Donc, la rétraction des muscles postéro-inférieurs, et cela va nous créer une rectification lombaire. Et puis, si nous avons un bassin basculé en avant, eh bien, c'est lié, c'est la figure de droite, bien entendu, à la rétraction des muscles spinolombaires. Si nous voulons cambrer, nous devons contracter les muscles lombaires, et il ne faut jamais oublier qu'une rétraction fait l'effet d'une contraction permanente. Et puis des muscles antérieurs, et parmi eux, particulièrement le droit antérieur et les adducteurs pubiens, un petit peu moins, un titre un petit peu moins important, le psoas iliaque. Alors maintenant, le sacrum. Eh bien, j'attire votre attention tout de suite, s'il vous plaît, sur la figure de droite. Et en bas de la figure de droite, vous voyez une grosse flèche noire qui a été rayée avec la légende ischio-jambier. Eh bien, le sacrum n'a pas d'insertion des ischio-jambiers. Ce qui veut dire que les muscles les plus fondamentaux pour la responsabilité du maintien postérieur du bassin ne sont pas présents au niveau du sacrum. Donc, si nous avons une rétraction des muscles spinolombaires
et de la petite insertion de l'iliaque sur le plateau sacral, eh bien, nous allons nous retrouver en position morphologique avec un sacrum trop horizontal. Et tout de suite, avec un énorme signal négatif, eh bien, la pire des situations, évidemment, c'est de se retrouver avec un bassin en rétroversion et un sacrum trop horizontal, car il s'agit là d'un divorce complet entre deux structures osseuses consécutives. On peut en imaginer les conséquences au niveau de l'articulation sacro-iliaque et de la charnière lombosacrée. C'est la situation la plus créatrice d'inconvénients articulaires et c'est bien entendu celle que nous rencontrons le plus souvent. Alors, lorsque nous avons un bassin vertical, c'est la figure à gauche avec un sacrum horizontal, eh bien, la cinquième lombaire se trouve dans une position très particulière. Il faudrait qu'elle appuie sur le plateau sacré et son inclinaison physiologique est de plus ou moins de 37 degrés. Eh bien, s'il est trop horizontal, cette inclinaison sera trop importante. Donc, il faudrait que la cinquième lombaire appuie sur une inclinaison plus importante. Mais en fonction de la position verticale du bassin, il faudrait qu'elle suive la rectification lombaire. Alors, en plaisantant, souvent dans les cours, je dis, eh bien, la cinquième lombaire ne sait pas où aller. Et cela se vérifie lorsque l'on teste nos patients les faisant pencher en avant. C'est la figure de droite. Nous voyons fréquemment une petite lordose élective au niveau L5, S1. Et c'est une situation qui maintenant va devenir très dangereuse, non seulement au niveau de la sacro-iliaque, de la cinquième lombaire, mais aussi de l'espace L4, L5. Alors, en voici différents exemples. Alors, sur le radio de gauche, vous voyez un plateau sacré extrêmement incliné, donc un sacrum très horizontal et une rectification lombaire due à un bassin qui, lui, est vertical. À droite, vous voyez en plus, en observant la ligne rouge, que fréquemment, nous avons une syphose du sacrum qui commence simplement au niveau de la troisième sacrée et que la première et la deuxième sacrée sont en ligne droite et que nous avons fréquemment un relatif spondylolisthésis du sacrum que vous remarquez ici et qui, dans ce cas-là, a provoqué une discopathie. Alors, on voici d'autres exemples, j'en ai des dizaines. Voici à nouveau une rectification lombaire liée à la verticalisation du bassin et puis une horizontalisation du sacrum avec un pincement lombaire. Et puis, à droite, vous avez ce que je vous disais tout à l'heure, parfois l'horizontalité du sacrum va de façon constitutionnelle jusqu'à la troisième sacrée et vous remarquez un relatif spondylolisthésis du plateau sacré par rapport à la surface inférieure de la cinquième lombaire et cela produit fréquemment ce que j'appelle des hernies discales en cascade dues à ce spondylolisthésis relatif. Voilà. Alors voilà d'autres exemples, et là avec des hernies discales très importantes à gauche. Et pour terminer, un exemple moins fréquent, qu'on rencontre moins fréquemment que les bassins verticaux, qui est un bassin trop antérieur, et vous remarquez que nous sommes en situation d'hyperlordose lombaire et que là aussi, eh bien, nous avons un écrasement au niveau de la cinquième lombaire et un pincement postérieur au niveau L5-S1. Tout ceci, toutes ces déformations morphologiques, risquent ou vont pratiquement à coup sûr nous donner un jour ou l'autre des lésions sacro-iliaques ou lombosacrées.
Alors, quels sont les principes de traitement en RPG? Eh bien, ils découlent logiquement de tout ce qu'on vient de voir. Il faudra bien entendu décoapter pour corriger la composante de tassement. La décoaptation articulaire est une règle fondamentale dans la méthode. Ça se fait manuellement. Et il faudra corriger simultanément les micro-lésions en détorsion et les macro-déformations morphologiques, on en a déjà parlé. Il faudra faire une contraction isométrique dans des positions de plus en plus excentrées des muscles. Pourquoi? Parce que avec cette contraction sans résultat, donc puisque nous sommes en train d'étirer, ce sera des contractions excentriques, eh bien nous allons déclencher le réflexe myotatique inverse qui va inhiber les muscles rétractés. Donc on se sert de phénomène d'inhibition en traitement avec le réflexe myotatique inverse. Alors le temps de traction, c'est le fluage qui est plus connu sous l'expression creep en anglais, c'est-à-dire que plus longtemps on tire, plus on va obtenir d'allongement. Et plus longtemps on tire, plus on peut diminuer la force pour obtenir le même allongement. Alors, ceci est fondamental pour nous en RPG parce que ça nous permettra de traiter les cas les plus aigus, les personnes les plus fragiles et de tous les âges parce que nous allons utiliser le temps de façon très progressive, très lente, de façon à pouvoir diminuer la force. Et puis nous serons en mise en tension progressive des systèmes de coordination neuromusculaire, expression minimum que nous employons en RPG, et nous préférons même l'expression système intégré de coordination neuromusculaire, qui sont concernés par la pathologie. Alors, ces dessins-là sont connus, mais ils ont connu aussi beaucoup d'évolutions et je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Pour nous, en RPG, la notion de chaîne musculaire est complètement obsolète. Elle a eu l'intérêt d'attirer l'attention sur la globalité plutôt que sur l'analyse, mais elle est complètement obsolète. Qui n'a pas la sienne aujourd'hui? Et pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Hein? Mais c'est quelque chose qui peut en réalité se montrer un frein à l'évolution. Car ce qu'il faut toujours se demander, c'est à quoi ça sert, pourquoi nous avons cette organisation, et donc coupler ceci avec le système nerveux et la coordination motrice ou de contrôle de l'équilibre ou contrôle gestuel. Donc la notion de chaîne musculaire, cela fait longtemps que nous ne l'employons plus et nous préférons l'expression système intégré de coordination neuromusculaire. Alors, il faudra procéder à des mises en tension globales, et puisque nous sommes dans les lombalgies, eh bien vous voyez que cette jeune fille présente un bassin basculé en avant et une hyperlordose lombaire sur la photographie de gauche. Mais elle a aussi une projection de la tête en avant. Alors, si je corrige sa tête, c'est la photo du milieu, vous voyez qu'immédiatement, elle aggrave sa lordose lombaire. Alors, si on suppose qu'elle souffre de son hyperlordose, eh bien, cela va aggraver sa douleur. Si, photo de droite, je corrige sa région lombaire, eh bien, vous voyez qu'elle reprend immédiatement la propulsion de sa tête et qu'en plus, elle fléchit la coxo-fémorale et ses genoux. Elle fléchit la coxo-fémorale parce qu'elle est enraidie des muscles antérieurs de la statique à vocation rétractile que nous avons vu tout à l'heure au niveau du bassin. Donc la globalité dans les étirements, ce n'est pas une philosophie, c'est une nécessité. Alors le diagnostic, eh bien nous allons faire une anamnèse
historique, et puis surtout actuel, dans quelle position avez-vous mal, plutôt debout, plutôt assis, bien. On va lire le dossier, bien entendu, et prendre connaissance des documents. Et les documents les plus fondamentaux pour nous sont bien entendu les résonances magnétiques. Nous allons faire un examen morphologique puisque il y a une liaison entre les lésions musculaires et la morphologie. Et vous m'avez vu faire un test de correction sur le side shift sur cet homme qui avait une hernie discale et donc ça a révélé sa douleur. C'est dans cette position-là qu'il fallait le corriger. Et puis des microtests palpatoires, c'est-à-dire des diagnostics de torsion tridimensionnelle de l'articulation à l'endroit de la douleur, et ceci nous permettra de choisir les positions de traitement que entre nous nous appelons des postures de traitement. Alors, voici, grâce à la photographie d'une collaboratrice, la micropalpation. Alors, vous voyez son pouce à gauche qui teste la rotation en appuyant sur la transverse. Alors, imaginez que le pouce à droite appuie sur l'autre transverse et nous allons donc tester la rotation. Et puis, le pouce droit appuie plus latéralement et en direction du disque. Et avec la même position du pouce de l'autre côté, eh bien, nous allons tester la latéroflexion et bien entendu, nous allons voir qu'est-ce qui provoque la douleur et qui sera en micro-restriction de mobilité. Alors le traitement, bien, c'est la conclusion logique, c'est la décoaptation, la détorsion digitale en sens inverse à la torsion lésionnelle. La correction morphologique, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est indispensable et ça doit accompagner la correction lésionnelle et la mise en globalité progressive. Alors, je vais passer rapidement parce que je crois que tout le monde le connaît. Voici une évolution en ouverture d'angle coxofémorale dans la photographie en haut à gauche, en fermeture d'angle coxofémorale dans la photographie en haut à droite, mais vous voyez qu'il y a toujours la flèche blanche pour manifester qu'on le fera manuellement en décoaptation, et la photo à droite est particulièrement destinée à étirer les muscles postérieurs inférieurs et les muscles de la région lombaire. Et puis la position debout penché en avant, à gauche, en bas, qui est particulièrement utile aussi pour la région lombaire. Alors, voici des exemples en démonstration pendant un cours. Cette jeune fille, malgré son jeune âge, avait des lombalgies et vous me voyez pomper son sacrum et le reverticaliser car il était horizontal. Me voici dans un autre cours, dans une autre situation avec un patient où vous voyez que ma main droite continue à décoapter pendant que la gauche opère une détorsion. Apparemment, elle est située très bas. Ça devrait être une détorsion de la 5e lombaire dans le sens inverse, au sens torsionnel de blocage de la lésion. Et puis ici, eh bien, c'est la même chose. Nous sommes en décoaptation et vous voyez que mon pouce détord localement la lésion et nous arrivons à la mise en globalité. Mais vous voyez que chez ce patient, nous sommes loin d'une flexion antérieure suffisante et que nous ne sommes pas encore arrivés à une position correcte de sa tête. Il faudrait que sa tête recule un tout petit peu plus. C'était une hernie discale assez difficile, mais vous voyez que j'applique les principes. Alors, pour les discopathies, je vais simplement ouvrir une parenthèse, parce que ça nous emmènerait trop loin, il me faut tout un cours pour en parler. Eh bien, le principe, c'est d'ouvrir pour fermer. On ne peut pas imaginer faire une réhabilitation discale sans décoapter. C'est le principe. Je me contenterai de le citer parce que nous ne pouvons pas aller plus loin.
Alors la prévention, la récupération et l'entretien, eh bien en 1993, je me suis rendu compte de l'intérêt pour les sportifs de se préparer, de se récupérer, de s'entretenir. Et j'ai créé des autopostures de la rééducation posturale globale que j'ai appelé le stretching global active pour faire la différence avec les traitements personnalisés avec présence du physiothérapeute. Alors, en voici quelques exemples de ces autopostures. Et le mot prévention prend une importance de plus en plus grande à l'heure actuelle. Nous avons de plus en plus de physiothérapeutes qui sont appelés par des entreprises pour mener des groupes d'autoposture chez leurs employés. Eh bien, ce n'est pas uniquement altruiste, c'est aussi parce que ça évite beaucoup d'absentéisme. Il y a tellement de pathologies vertébrales, en particulier vertébrales, aujourd'hui. Et donc, cette prévention dans les conditions financières difficiles qui se préparent, ça va devenir chaque jour plus important. Alors, ce que j'ai essayé de vous démontrer aujourd'hui, c'est que à partir de l'originalité de certains concepts, mais qui ont toujours des ancêtres, lorsque l'on parle d'un système intégré de coordination neuromusculaire, il faut immédiatement penser à Hermann Kabat, qui a créé sa méthode en 1950. Pensez donc, en 1950, quel pionnier, et qui lui-même s'est appuyé sur Sherrington. Bien. Mais à partir donc d'un progrès d'originalité, eh bien, il faut avoir des résultats cliniques répétitifs qui attirent l'attention sur le fait que ça fonctionne, mais il faut en identifier les règles pour que ça continue à être répétitif et que ça s'applique à tous les cas cliniques. Et aujourd'hui, la RPG s'applique à tous les cas cliniques. Alors ça veut dire qu'on passe de la physiologie à la physiopathologie, au principe de correction. Et puis, bien entendu, il faut en arriver à l'évidence best practice et en RPG, à l'heure actuelle, nous avons plus de 80 publications scientifiques, dont 2 prix, et nous sommes recommandés par la SOSORT pour le traitement des scolioses. Voilà, il y a eu une évolution et nous continuons de plus en plus à évoluer. Les racines sont solides, les rameaux peuvent croître. Alors, je vous remercie pour votre patience, pour ceux qui ont attendu jusqu'à la fin. Et comme on dit ici, cuídense, gente, por favor, parce que la situation est dangereuse en ce moment. Au revoir à tous